Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres de rcmac.com et de rcmacvintage.com. Alors, la première vidéo sur ce Auto RCM numéro 1 d'octobre 81. Donc, la première, on avait fait les premières pages, hein, on avait commencé à... Mais comme c'était trop long, hein, comme j'essaye de donner un maximum de détails, donc je leur explique, hein, je suis cette première revue, on feuillette, et au fur et à mesure que je vois des voitures, du matériel, si je l'ai, je vous le présente, j'essaye de vous expliquer, de vous le détailler. Bien sûr, il y a une marge d'erreur, hein, parce que les voitures, c'est pas toujours celles qui correspondent pile poil à l'année, et mes connaissances, elles sont pas encyclopédiques. Donc, il y a toujours des gens qui savent mieux que moi, hein, heureusement d'ailleurs. Et donc, on s'est arrêté sur le championnat d'Europe, donc on va continuer. Donc là, c'était la page abonnement, hein, pour cette ETRCM. Toujours les petits dessins vachement sympas qu'il faisait à l'époque. Et là, on arrive sur le championnat d'Europe, un 12e. Alors, comme je vous l'avais dit, les grosses catégories à l'époque, c'était essentiellement en compétition, hein. Il n'y avait pas de championnat d'Europe ni de championnat du monde en tout terrain 8e. C'était pas encore, hein, je crois que ça a débuté 1 ou 2 ans plus tard. Mais par contre, il y avait déjà des championnats d'Europe et du monde un 12e et en piste 8e. Donc on peut voir que les voitures utilisées, c'était beaucoup des Jerobi, des Lightning, des MRP, des Associated, tout ça. Alors ça, moi, à l'époque, j'étais dans un club, hein, j'étais au club de Sucy qui organisait, comme le club de Créteil notamment, beaucoup de courses en région parisienne. Alors le 1/12e, maintenant, c'est devenu ultra confidentiel, mais à l'époque, c'était très important, quoi. Il y a beaucoup de pilotes qui, l'hiver, faisaient du 1/12e, ça se faisait beaucoup. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors là, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, on voit bon, à l'époque, c'était les Français n'étaient pas très bien placés, hein, dans la catégorie, hein, c'était beaucoup les Anglais notamment. Et je vais vous montrer quelques voitures un 12e de l'époque qui sont vraiment caractéristiques de cette période. Alors en un 12e, il y avait énormément de choix, mais enfin les deux grandes marques qui dominaient en 80, je pense, si mes souvenirs sont bons, hein. Moi, je courais, mais il y avait deux catégories. Il y avait la catégorie des bons, hein, ceux qui faisaient ça sérieusement. Donc, c'était beaucoup des Girobi, beaucoup d'Associated aussi. Après, il y a eu des voitures anglaises avec des châssis en Alexandre pliés. Enfin, il y a eu pas mal de versions, beaucoup de bricolage dessus. Et ça allait, c'était une catégorie, ça allait extrêmement vite. Moi, j'ai à peu près fait toutes les catégories en RC. J'ai tout testé quasiment. Et où j'ai pris les plus grandes branlées, c'est en un 12e. Et j'ai fait des grandes courses, hein, notamment j'ai fait les 24 heures de Créteil, hein. C'était une course d'endurance de 24 heures. Pendant 24 heures, on roulait dans un gymnase. À l'époque, il faut voir qu'on était avec des radios à quartz, des variateurs mécaniques, des batteries qui avaient une autonomie très faible, une adhérence aussi qui était... Enfin, c'était vraiment une catégorie compliquée. Et il y avait des écarts énormes entre les pilotes. Et surtout, c'était très pointu, notamment au niveau des pneus. Je pense que ça allait toujours. Alors, notamment là, vous avez une Associated. Et on peut voir que les pneus, bon, celles-là, ils sont striés, mais souvent, on mettait des bandes de silicone sur les pneus. On faisait, et voilà, où on traitait aussi. Après, il y a le traitement qui est apparu. Bon, c'est là que moi, j'ai été largué parce que je faisais d'autres catégories. Et le traitement, moi, ça me. Toutes les catégories, il y a du traitement, ça me gave. Ça, ça me plaît pas. Ça, voilà, passer mon temps. Donc, ça, c'est ce qui m'a fait un peu arrêter la catégorie. Et moi, je roulais plutôt avec des voitures que je trouvais jolies, que je vais vous montrer après. Donc, ça, c'est le type de carrosserie qu'on utilisait, hein. Donc, vous voyez, c'est plutôt des sports proto. C'est une belle. Ça, je crois que c'est une carrosserie Asso. Voilà, donc voilà le type de voiture, hein. Ça ressemblait pas mal au niveau train avant, tout ça. Là, c'est une Asso, donc ça ressemble pas mal à une RC 300. Voilà l'architecture qu'on retrouvait en piste 1/8e. Là, c'est une boîte, donc Associated. Alors, tout est en vrac dedans, hein, mais. Donc, la voiture, c'est une RC 12E. Voilà, donc ça, c'était une voiture qui a eu un super palmarès dans cette catégorie. Et on voit, on était encore avec des variateurs mécaniques. Donc, bien sûr, il y avait l'histoire de contact, de mauvais contact. Enfin bon, c'était assez pointu. Donc là, vous avez, celle-là, elle est entièrement démontée, hein, mais c'est à peu près la même que celle qui est à côté.
Voilà. Donc les moteurs, ça c'est un moteur qui est plus récent. Pareil, les moteurs à l'époque, enfin tout était compliqué. C'était pas la catégorie la plus facile. Donc ça, c'était Associated. Après, il y avait les Jerobi. Alors là, on a deux versions. On voit que celle-là, c'est une version voilà, 81, voilà, qui a gagné le championnat en 81. Donc vous voyez, c'est des voitures qui sont bien dans les dates, hein, 81, 82. Donc là, c'est une voiture, le kit, il est tout neuf. Donc, vous voyez, là, vous avez toutes les pièces, le différentiel à billes. Celle-là, elle est donc entièrement montée. Et celle-là, c'est une version avec le châssis plastique. On voit, les pneus étaient déjà montés, collés. Voilà. Et, alors ça, j'ai pas mal roulé avec la Jerobi. Non, là, oui, la Lightning Jerobi, on appelait ça. Et là, c'est une deuxième version. On voit que la boîte est beaucoup plus grosse. Alors, comme je vais pas l'ouvrir d'une main, je vais reprendre la vidéo une fois que je l'aurai sorti de la boîte. Voilà, la boîte est ouverte, la ligne. Alors celle-là, elle est montée, hein. Donc vous voyez, j'ai la notice, les instructions, tout ça. Et celle-là, donc on voit qu'elle a déjà roulé. Alors donc elle est un peu différente de l'autre, hein, parce que celle-là, elle a un châssis en époxy, l'autre il était en plastique. Ainsi que on voit qu'elle était déjà un peu bidouillée. Donc regardez un peu les bras de direction. Ils avaient une forme un peu torturée. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être la forme, ça faisait peut-être sauve cerveau en même temps. Je sais pas. Pourtant, il y en avait un, mais bon, je sais pas, peut-être qu'il le bloquait. Et on voit les paliers qui étaient en plastique et le type de moteur, ça c'était qu'on montait. Il n'y avait pas de moteur encore. Je pense pas qu'à ce moment-là, il y ait des moteurs avec des charbons extérieurs. Voilà. Donc là, j'ai Roby avec son différentiel à billes. J'ai pas pu vérifier parce que d'une main. Attendez, je regarde. D'ailleurs, c'est un moteur Jerobi qui est dessus. Non, apparemment, il n'y a pas de différentiel sur celle-là. Donc ça devait être la version de base et la petite boîte, ça devait être la version peut-être compétition. Ou alors, c'est pas exactement de la même période. Voilà, donc avec les vis salut, hein, je crois qu'elle était d'origine. Voilà ce qu'était la Jerobi et il y avait énormément de modifications. Il y en a qui coupaient la barre au milieu. Il y avait... Enfin voilà, c'est une voiture où il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et donc ça, c'est caractéristique de cette époque. Après, il y avait une autre voiture que je vais vous montrer. Alors, celle-là, je sais qu'en 81, j'ai vu des pilotes qui roulaient encore avec, mais elle était vraiment en fin de carrière, hein. Et en plus, ça n'a jamais été vraiment une voiture très axée compétition. C'est la Mardav en 1/12e, donc qui était déjà plus ancienne, c'était dans les premières. Et vous allez voir, c'est encore plus rustique. Alors là, c'est vraiment la version la plus simple, hein. Et on peut voir le variateur. Alors, si vous voyez le variateur, c'est une plaque cuivrée, hein, de circuit imprimé. Et donc il y a les résistances là. Et donc vous imaginez bien qu'elle a moins de saleté, tout ça. Il y avait quand même pas mal de faux contacts. Et on voit la carrosserie de F1. Alors là, bon, je ne vais pas retirer la carrosserie, mais on peut voir que celle-là, elle était tout aluminium. Alors bien sûr, et les accus étaient placés en long. Alors bien sûr, ça c'était totalement démodé, mais c'est quand même une voiture qu'on pouvait voir en 81 dans les clubs rouler. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme voiture? Il y avait les LG. Alors, je crois qu'il y a eu il y a eu plusieurs. Celle-là, c'est peut-être une Antares, je ne me rappelle jamais. Je confonds toujours les deux versions. Donc, je crois que celle-là, elle est équipée. C'est celle que j'ai déjà présentée sur RCMag et que la carrosserie est reproduite par modélisme34.fr. C'est la R5 Alpine. Alors, j'ai pas sorti la boîte. Bon, bah, c'est pas grave, je vous représenterai ça à l'occasion. Donc, vous voyez, c'est un châssis large époxy. Alors, SG, c'était italien. C'est ceux qui faisaient qui étaient très connus en piste 1/8e, hein, qui faisaient des classiques notamment. Et donc, ils ont repris un peu le même principe, hein. Ça ressemble beaucoup au train avant qu'on retrouvait sur les voitures de piste 1/8e, avec le même système de fusée qu'il y avait sur les Futura, avec les petits inserts en laiton et une platine radio qui était, pour l'époque, c'était pas mal, hein. Il n'y avait pas au moins à découper. C'était déjà pas mal fait, mais par contre, je crois que celle-là, attendez, je regarde, hop, 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 il n'y avait pas de différentiel. Donc ça doit être l'Antares, hein, ça doit être la version de base. Donc ça, c'est des voitures qu'on pouvait voir éventuellement dans les petites courses de ligue, mais ça, c'est vraiment l'époque, hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait? Alors là, je vais vous montrer. Alors ça j'ai roulé avec. Bon, j'étais un peu tout seul à rouler avec ça, mais ces voitures, je les adorais. C'est des tractions avant. C'est des Ishimasa. Donc c'est des voitures. Attendez, excusez-moi, je bouge un peu parce que je vais vous montrer la deuxième. Ça, j'en ai plusieurs, des comme ça. Donc ça, c'était sur la carrosserie d'Alpine Renault, hein, qui a remporté les 24 heures du Mans.
Voilà, même les jantes, elles sont réalistes. Enfin, une fois décorée, c'était une superbe voiture. Et ça, c'était sa concurrente, la Porsche. Voilà, la 917 qui a dû remporter aussi Le Mans. Alors, je vais voir si la carrosserie se retire. Voilà. Donc la caractéristique de cette voiture, bon bien sûr c'était là châssis époxy, mais là par contre il y avait de l'alu, hein, un peu comme toutes les voitures japonaises. Le variateur qui est en porte-à-faux arrière, vous voyez, c'était le patin qui faisait la variation. Là. Donc voilà, le problème c'était surtout que ça arrivait à cramer, à avoir des faux contacts. Mais surtout le gros truc c'était une traction. Alors c'était plus facile à piloter, mais alors on se prenait des tôles avec ça parce que les autres ils allaient hyper vite. C'est sûr que le rendement était meilleur, mais au moins ça c'était facile. Alors pour s'amuser en club, tout ça, c'est vrai que moi j'aimais et surtout elle était très belle. La carrosserie, les carrosseries proposées étaient vraiment belles. Et donc il y avait un différentiel, on peut voir ici, à pignon, mais qui était extérieur les pignons. Ils sont à l'air libre. Comme vous pouvez le voir, alors ça cassait ça, hein, ils aimaient pas trop. Et là, vous avez la version alpine. Donc celle-là, je pense qu'elle est toute neuve. Je ne vais pas retirer, mais voilà. Voilà le principe. Donc c'était des pièces en alu. Là, c'était un train avant en alu moulé. Et avec un pliage. Alors on retrouvait ça, ce même genre de montage, on le trouvait chez Tamiya et aussi chez Kyosho. Voilà, bon, l'avantage, pour la compétition, c'était pas top, mais par contre, c'était vraiment. Alors, ça, c'est des voitures qu'on arrive à trouver encore pas trop chères pour ceux qui font de la collection. Moi, je les avais chopées sur internet. On arrive à en trouver des fois des neuves ou en très bon état. Parce que souvent, les gens, ils les décoraient et ils les laissaient dans les vitrines, tellement qu'elles étaient jolies, quoi. Après, on avait des voitures. Alors, ça, c'est une voiture suédoise. Je crois que c'est une Challenger. J'en suis pas sûr. Bon, les spécialistes, ils pourront en dire plus. Alors, on voit, c'était même genre un peu que la Girobi ou l'Assaut, hein, des demi-trains. Pareil à l'arrière. Hein. Sauf que là, il y a des belles petites pièces pour notamment alu pour l'aileron, qui était réglable, ajustable. Là, c'était en aluminium. Et on peut voir le variateur qui bénéficiait d'un petit radiateur. Et là, on voit le patin. C'est encore un autre type de variateur, ça. Le patin qui permet de faire la variation. Hein. Les petits interrupteurs. Et les accus, ils étaient placés sur le côté. Alors imaginez bien qu'à chaque fois que vous voulez changer l'accu, il fallait enlever les colliers. Bon, c'était pas hyper pratique. Voilà. Donc ça, c'était... je me rappelle plus exactement de son nom. Les spécialistes, ils nous le diront. Une Challenger, à mon avis. Enfin bon, on verra. Les spécialistes, ils sauront le dire mieux que moi. Et là, pour finir, on a tout ce qui est Grosvenor, Kyosho. Alors, je crois d'ailleurs qu'à la fin de la revue, il y a une pub sur cette voiture. Alors là, train avant en époxy, souvent il y avait des superbes carrosseries, des BM, enfin vraiment des carrosseries très réalistes. Donc on voit c'est tout aluminium, moulé, châssis époxy, et on retrouve à l'arrière. Alors, contrairement aux autres qui avaient. Enfin, non, on retrouve. Ouais, c'était fixé sur de l'aluminium, donc c'était déjà un peu mieux pour le refroidissement. Mais là, c'était pas des différentiels à billes. Là, c'est un différentiel comme la Ishimasa, un peu à pignon extérieur. Donc, pareil, là, on revenait à la fragilité. Et là, c'est des pneus en caoutchouc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur. Je crois que j'ai fait le tour des 1/12e de l'époque. Donc on continue à feuilleter la revue. Alors là, on a encore une pub sur la Mantua. Alors là, c'était une pub mensongère. Hein. Mantua égale robustesse. Donc c'était la fameuse Mantua à effet de sol. On a déjà parlé tout à l'heure. Et là, on peut voir les tarifs hein, des moteurs notamment, ou des voitures de l'époque. Donc je vous laisse remettre ça en francs. Vous allez voir que pour certaines, hein, comme l'Alpha, ça faisait assez cher. Hein, si on met en euros et par rapport au coût de la vie de l'époque, là vous aviez tout ce qui était moteur connu. Hein, là vous avez les OS, les Pico, les Veco. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir les prix. On avait donc la pub de la PB Alpha. Alors c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure, sauf que là elle est équipée de son échappement. On peut voir d'ailleurs que le moteur, c'est un moteur latéral. Vous voyez, c'était pas encore si courant que ça, les moteurs à échappement arrière, avec ces belles roues rouges. Alors les PB Alpha sont restés un bon moment rouges. Hein. Il y a eu la 81, la 82 et ensuite la 83. Et à chaque fois, c'était des modifications de détails. C'était beaucoup de pièces au niveau du train avant, que ça changeait pas mal notamment. Alors ça, un jour, je vous ferai la présentation de la gamme parce que j'ai les trois. Donc pour l'instant, là,
une Serpent en action, je pense que c'était... on voit bien que c'est une classique, hein, parce que le moteur, je pense qu'il est quand même pas mal à l'arrière. Donc ça doit être au championnat d'Europe. Ils mettaient souvent un poster. Proto 8, c'était un magasin qui faisait pas mal de pièces spécifiques, qui était en région parisienne. On voit, il était en piste et en TT. Et je crois qu'il faisait des voitures, notamment sur des bases Bullitt, pas mal préparées. Voilà. Et là, on arrive aux pneus Sicom. Alors là, voilà, on commençait à parler technique un peu au niveau des pneus. Alors, vous voyez, si on compare aux pneus actuels, hein, tout terrain, vous voyez que ça n'a strictement rien à voir. Alors je vais en profiter, comme on parle du pneu Sicom. Alors je sais pas si après ils ont testé, non, là c'était juste cette page-là. Alors déjà le petit dessin était assez sympa. Ben, en fouillant dans mes stocks, j'en ai trouvé ces pneus Sicom, donc je vais pouvoir vous les présenter. Et en même temps, je vais vous montrer les pneus qui étaient donc en 1980 dans cette période. Donc le fameux pneu Sicom, là, qui fait l'objet de l'article, hein. Donc hein, je le répète encore une fois, le but c'est de vous montrer un peu, par rapport à chaque article, vous montrer un peu soit le produit, un peu ce qu'il y avait autour. Donc là on voit pneu buggy Sicom. Alors c'est en caoutchouc, hein. C'est assez raide, on peut voir c'est de gros pavés. Il pèse son poids. Alors bien sûr il n'y avait pas de mousse, il y avait pas, c'était pour des gens de petit diamètre. Voilà, donc en face, un peu dans le même genre, hein, on peut voir que c'est le même diamètre à peu près, c'est la même taille. Il y avait le pneu Micro Racing. Alors je pense que celui-là était encore produit ou déjà produit à ce moment-là. Donc la différence, c'est qu'il est entièrement en mousse. Il est moulé en mousse. Alors, voilà. Donc ça s'utilisait aussi. Alors c'est sûr que c'était pas pour peut-être la même utilisation. Je ne me rappelle pas si on les utilisait en compétition ou pas. Voilà. Après, on avait toujours chez Sicom, on avait, pas Sicom, la Micro Racing, hein. Ça, c'est Sicom. Donc, ça, c'est français. Ça, c'est Micro Racing, c'est suisse. Et là, on avait encore chez Micro Racing une autre sorte de pneu à pavé, toujours moulé en mousse, hein, c'est de la mousse. Voilà. Et qui était d'un diamètre un peu plus petit. Et il existait aussi en pneu ligné, en mousse. Voilà. Et ils avaient, c'était sur les midgets, hein, les micro racing, il y avait aussi ce genre de pneus qui existait en pneus avant et arrière, qui avait un look réaliste et qui se mettait sur les voitures un peu, pas maquette, mais quand on voulait déjà rouler sur le goudron un peu partout. Mais ça, c'était en mousse aussi, mais ça avait un petit look sympa. Après, on avait, parce que je pense que les Sodimo, ils allaient pas tarder à sortir. Ça, j'ai un petit doute, à un an près, si ça existait déjà. Mais je pense que oui. Là, c'était les mémos, hein, les voitures françaises. Alors, vous voyez, le système de jantes, il était complètement différent. Alors ça, bien sûr, c'est des pneus avant. C'était deux demi-coquilles coniques comme ça. Donc ça, c'était vraiment spécifique à la voiture. C'est peut-être d'ailleurs la bêtise qu'ils ont fait. Et là, vous avez la même chose. Donc c'était une conception un peu bizarre parce qu'on n'a pas accès à l'intérieur. On peut voir euh, là le trou sur le côté. Alors je sais pas comment c'était produit ce pneu. Voilà. Comment c'était moulé. Alors là, on voit que c'est des stries, c'est pneus arrière. Et ça, c'est le pneu avant. Bon, alors, bien sûr, l'efficacité n'était pas diabolique. Mais un jour, je vous montrerai la voiture sur quoi c'était monté, hein. Ça, c'était une Méhari, un châssis hyper rustique. Donc, vous comprenez que l'adhérence, de toute façon, c'était pas, vu la vitesse où elle allait, ce qui était le plus important. Après, on avait les e-robots. Alors, ça, c'était un super pneu qui était livré sur les secondes versions de Bullitt, hein. Souvent, on avait ça. Donc c'était un très bon pneu qui était résistant, qui marchait un peu partout. Vous voyez, vous avez des pavés qui sont un peu inclinés et qui étaient... c'était assez dur, hein, comme pneu. Et toujours en e-robot, ça c'était les e-robots avant. Vous voyez, les stries, elles sont quand même assez légères pour pas trop accrocher, comme c'est des propulsions, et éviter de faire des têtes à queue. Et après, on avait les pneus micro racing. Alors, je suis pas sûr que cela était sorti encore en 81. J'ai un petit doute, peut-être 80, enfin ouais, je sais pas, mais ça devait être plus ou moins quand même cette même période. Et on voit, c'est encore, la gomme est assez dure. Et là, c'est à peu près de la même diamètre que les robots, mais avec des picots plus fins. Disons que ça fait un look, un pneu un peu plus moderne. Alors, on a vu les pneus. Maintenant, on va continuer. Alors là, c'était juste un article, une voiture qui était faite maison. Je pense d'ailleurs avec une carrosserie peut-être SG de R5. Donc ça, c'était comment? Ça se faisait pas mal à l'époque, hein, des gens qui construisaient leur voiture de A à Z, hein, vu qu'elles étaient hyper simples. Voilà, donc ils se construisaient les voitures et il y avait un article. Moi, je trouve ça
assez sympa. Là, il y a un article sur les suspensions en tout terrain. Alors, pour vous parler des suspensions tout terrain, on va plutôt aborder les voitures qui montrent sur ces photos. Et sur ces photos, on voit un train avant de Yankee, je pense, donc 82. Alors, on est en 1981. J'ai pas vu de pub, ils en parlent pas dans ce numéro du Yankee 81, 82 plutôt. Alors, je vais vous montrer le 81 et le 82 pour que vous puissiez comparer. Parce que je pense qu'il était peut-être pas sorti ou il est en train de sortir le 82. Et il y a quand même pas mal de différences avec la version précédente. Mais dans les pubs, il parle plutôt du 81. Alors c'est ça qui est un peu bizarre. Donc je vais vous en profiter pour vous présenter donc le Yankee. Alors chez Yankee, il y avait souvent un décalage d'un an avec les appellations. Enfin, c'était assez compliqué à suivre pour les dates. Donc je pense qu'il faut plus se fier aux pubs, aux publicités. Mais souvent, ils utilisaient déjà la voiture un peu en compétition avant. Alors c'est pour ça qu'on voyait que les photos, il y a un décalage. Alors ça, c'est un 81. Donc je pense qu'il est sorti en 80, fin 80 peut-être. Donc qui était donc dans le commerce encore à cette période, à la période où la revue est sortie. Donc on peut voir que alors les modèles d'avant, à savoir que le moteur, le châssis était comme ça, il remontait et le moteur était fixé dessus. Donc le moteur, la culasse était vers l'arrière. Bon, c'était pas génial pour le refroidissement. Alors ça, c'était la voiture de compétition qu'il y avait ouais, dans les années 80, début des années 81. Donc on voit à l'avant, c'est un châssis aluminium plié qu'on retrouvera quasiment sur les Yankees jusque la version 83-84. Devant, c'est des bras tirés. Enfin là, ils sont plutôt poussés dans le sens qu'il y a. Voilà. Donc là, c'est un peu bridé. Mais voilà, là, vous avez. Il marche à peu près. Donc là, je crois que c'est des faux amortisseurs. Là. Voilà, parce que les amortisseurs hydrauliques, c'était pas encore une généralité. On voit que bizarrement, la direction, elle est sur l'avant. Bon, ce qui n'était pas top. Ça, ils vont rectifier après. Donc les amortisseurs étaient fixés un peu comme sur une 2 chevaux. Hein. En fin de compte, c'est le principe de la suspension de la 2 chevaux. Hein. Donc les amortisseurs sont plus ou moins à plat, hein, ils sont fixés sur le châssis. Il y a une platine en plastique, ça qu'on va retrouver par la suite. Le réservoir qu'il y avait sur le Micro Racing que je vous ai montré tout à l'heure, qu'ils ont repris. Là, les pneus, je pense, autant les pneus qu'il y a devant Hirobo, je pense c'est à peu près cette période, mais là, on retrouve les fameux pneus Sicom qui étaient dans la publicité. Donc là, ça collerait. À l'arrière, on retrouve un différentiel. Donc le moteur est placé en porte-à-faux arrière pour charger donc le train arrière hein, pour la tenue de route. Là, les bras, par contre, voilà, là, ça fonctionne mieux. On voit, donc ça c'était pas mal hein, niveau suspension. Bon, bien sûr, la couronne n'était pas hyper accessible. Là, on a le palier de frein avec un tout petit disque. Et là, on a le gros différentiel. Il était assez gros, le différentiel. Ça valait une fortune, ces pièces-là. Voilà le palier alu ici. Et la transmission par chaîne qui est extérieure, à l'air libre. Donc vous imaginez bien que son usure était quand même assez rapide. Donc ça, c'est un Yankee 81. Voilà. Et à côté, le Yankee qui est plutôt, vous allez reconnaître par rapport aux photos qu'il y a sur la revue, c'est plutôt ce Yankee-là qu'il y a. Sauf que là, c'est un 83. Donc il y a assez peu de différence avec le 82. C'est surtout au niveau, là, les amortisseurs notamment. Là, il y en avait double. Et le train avant, sur le 82, c'était en alu plié, hein, un profilé en U, hein, en fin de compte. Et là, c'est une plaque, deux plaques en plastique. Voilà. Donc là, c'est un train avant triangulé. Donc là, par contre, c'était déjà une première petite révolution, hein, parce que les voitures, c'était soit des bras tirés, ou soit pas de suspension du tout. Donc là, déjà, on trouve des suspensions. Alors, si vous voyez par rapport à mon doigt, la longueur des triangles, donc comparé à maintenant, les amortisseurs, donc c'était des sortes de basculeurs en interne. Hein, voilà. Donc je précise, hein, ça c'est un 83, mais bon, c'est sensiblement la même chose que le 82. Qu'est-ce qu'on avait? On avait donc les amortisseurs maintenant qui devenaient hydrauliques. Alors même s'il y avait très peu d'huile dedans, c'était hydraulique. Celui-là, il n'est pas conforme, hein, c'est là que je dois retaper. Il y a les jantes alu. Ça, c'était une bidouille. Hein. Il n'y avait pas de jantes alu normalement. Et là, la chaîne qui était à l'air libre sur la version précédente, maintenant, il est sous carter. Voilà. Donc par contre, c'est le même différentiel.
On peut voir que sur l'autre, là, c'était le palier, il était en alu, là, il est en plastique. Donc là, je pense que l'autre, c'était une bidouille. Et on retrouvait le moteur, le pot d'échappement, excusez-moi, qui était en porte-à-faux à l'arrière. Voilà. Les pneus, c'est des pneus Yankee. Je suis pas sûr, je pense qu'ils ont dû sortir peut-être juste après. Je pense que eux, ils sont pas de la bonne période, mais bon, c'est sensiblement de toute façon ce qui se faisait à ce moment-là. Donc là, vous avez, ça c'était le Yankee 82 ou le 83, comme il y a sur la photo, hein, qui est apparu un peu après. Ça, c'était des voitures qui étaient assez chères, hein. C'est pas tout le monde qui pouvait se payer ça et qui étaient quand même dans cette catégorie-là assez redoutables, hein, qui ont euh, quasiment tout gagné au début des années 80. On continue à explorer les sujets. Alors là, on arrive sur une page, hein, qui était tous les mois, il y avait ça. Sur le slot racing, alors il y a même deux pages. Alors c'était une catégorie qui était pas mal pratiquée à l'époque, hein. Il y avait donc des articles avec comment dire, la préparation, comment fabriquer des châssis soi-même. Ça, c'était assez complet. Alors ça, c'est pareil, c'est des catégories qu'on n'entend plus du tout parler. Là, on avait les magasins, les pubs. Alors ça, l'Arc-en-Ciel, c'était un magasin très important sur Paris, avec spécialisé en un huitième, un douzième aussi. On avait le magasin BRC, là on voyait la Bullitt, mais on a aussi le Buc 12, c'est une voiture électrique française, hein. Alors c'était pas du tout axé sur la compétition, hein, parce qu'il n'y avait pas de buggy de compétition encore à ce moment-là, vraiment. Et c'était une voiture avec des carrosseries hyper sympas, comme des 2 chevaux pick-up, enfin des 2 chevaux, il y avait... Alors ça, Model X34 reproduit la 2 chevaux, je sais plus quelle version c'est, mais en tout cas il produit la carrosserie de 2 chevaux, qui est vraiment super sympa. On continue avec encore la pub BRC, avec la PB Alpha, hein, celle qu'on a déjà montrée. Et là, il y a la VCS que je vais vous montrer après. Je crois même que c'est ouais, c'est une VCS, mais c'est une Monte Carlo, hein, donc c'est un peu spécial. Je crois que c'est un poil plus ancien que les voitures qui étaient à ce moment-là, hein, qui étaient un poil différentes. Le Supertic que j'ai présenté tout à l'heure. La pub de la Mémo, elle était super sympa cette pub, je trouve. Donc, voiture française, hein. On voit, c'est la même que j'ai présentée tout à l'heure. Après, on avait le championnat du monde à Indianapolis. Et là, on avait un Français lors de cette finale. C'était David Leca sur la PB, qui va devenir champion du monde quelques temps plus tard. Et là, on a Arturo Carbonel qui avait remporté sur la Delta. C'était une voiture qui était même pas distribuée, je pense, en France, qui vaut une fortune. Déjà, elle valait cher à l'achat à l'époque, et maintenant en collection, elle vaut très très cher. Donc voilà, on a les voitures. Ça, c'était montage à la japonaise, hein, des voitures tout en alu, avec des amortisseurs hydrauliques qu'on trouvait sur les Land Jump. Voilà, donc c'était assez particulier. Ça, c'est vraiment les PB Alpha type, hein. Donc c'était les premières voitures à suspension et on voit en face, c'était quand même beaucoup de voitures. Là, c'est une Delta, c'est la championne du monde. Vous voyez, c'était une voiture, il y avait des voitures à suspension. Et pourtant, c'est une voiture très classique et très simple, hein, qui a remporté ce championnat du monde. Voilà, il y a toutes les voitures, la VCS. Donc la VCS, c'est celle, on va conclure avec la VCS quand on aura fini de feuilleter. Tiens, pour les gars du club de Vierzon, on voit là, c'était à l'époque l'inauguration de la piste. Donc vous avez la date, hein, c'est 81. Vous voyez, là, il y avait plein de résultats de classement de championnat de France. Tous les classements, il y avait les premières Coupes d'Europe tout terrain. Alors ça, je ne sais pas dans quelle catégorie c'est. C'est une Coupe d'Europe, mais c'était pas un championnat d'Europe, hein, c'est assez différent. Ça, c'est l'annonce. Vous aviez les calendriers, les petites annonces, parce que dans Auto RCM, ils avaient inauguré donc les petites annonces, et la pub du Yankee. Excusez-moi, dans cette période, il ne faut pas avoir peur. Donc c'était avec un moteur ECM, un moteur français. Et ça, toutes les nouvelles évolutions que je vous ai présentées, comme le carter de chaîne, tout ça. Alors, ils vendaient de l'huile, des amortisseurs. Voilà. Et ça finissait par la Grosvenor, celle que je vous ai présentée, ou un douzième tout à l'heure aussi, où on pouvait mettre cette carrosserie de BMW. Et maintenant, je vais vous présenter, pour finir, la SG. Alors, on va finir donc ce numéro 1 d'Auto RCM. Alors, j'espère que ça vous a plu, hein. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, hein, sur YouTube, sur RC Mag. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, bon, parce que c'est quand même pas mal de boulot, ça prend du temps. Et surtout, il faut faire de la recherche, quoi. Il faut chercher les modèles, essayer d'en bricoler un peu, donc c'est assez compliqué.
Donc n'hésitez pas à le dire. Donc je finis, hein, on a essayé de faire, j'ai pratiquement fait toutes les voitures hein, qui étaient présentées, hein, tout ce que j'avais. Et on va finir par la VCS, parce que sur la revue, ils le montrent un peu dans les pubs, mais ils en parlent aussi dans les reportages. Alors une VCS, c'est quoi? Voilà, vous en avez une devant vous. Donc c'était une voiture, c'est je crois la première qui a eu une platine oscillante. Vous voyez, un peu comme les classiques de maintenant. Donc le train avant, alors c'est là qu'on reconnaît les anciennes d'ailleurs, parce qu'il y avait des petits inserts en laiton dans le plastique, tandis qu'après celles d'ensuite, il n'y avait plus les inserts, on vissait directement dans le plastique. On les retrouve ici. Alors c'est la première qui a eu un train avant un peu réglable dans tous les sens. Ça veut dire ici il suffisait de desserrer, il y a un axe hein, avec un méplat tout le long, et en desserrant, ben, on pouvait régler la voie. Et en desserrant ces vis, on pouvait faire pivoter le train et régler la chasse. Et voilà. Et bien sûr, en serrant plus ou moins les vis qu'il y a ici, hein, il y a un caoutchouc, ou des versions c'était des rotules aussi, on peut régler plus ou moins l'oscillation du train avant. Bien sûr, tout ça, ça joue sur le comportement de la voiture. Il y avait aussi un système de démontage rapide des cerveaux. Vous voyez, il y a un système de clips là. Et donc, en déclipsant, comme ici, hop, 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 là, ça marche pas, c'est coincé. Ah, sabotage. Sabotage, non, parce que le problème c'est que c'est pas fait. Voilà. Là c'est bon et vous avez donc le clips qui laisse prendre dans le petit axe là. Alors bien sûr, là, comme j'ai pas prévu de monter de cerveau, j'ai laissé neuf, donc ça force un tout petit peu. Alors celle-là, elle est un peu spéciale parce que vous allez voir par rapport à l'autre que je vais vous présenter. Donc le châssis, il est noir, les colonnettes, elles sont en alu, alors que les versions d'après, c'est des colonnettes en plastique. Le réservoir, il est différent. C'est le réservoir des Futura, hein. Donc, il est tout plastique, démontable. Vous voyez, la partie supérieure, on voit le joint, là. Et il y a le bouchon, avec un système de récupération du carburant, hein, du trop-plein. Voilà. Donc, la platine, elle est couleur or, un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on a un Pico, c'est celui qu'il y avait sur la pub au début que je vous ai présenté. Alors, bien sûr, le pot, par contre, il n'est pas de la bonne époque, hein. Ça, c'est un pot MRC, je pense, qui est un peu plus récent, mais c'était un peu ce style-là. Donc, le moteur Pico, alors, ceux qui ont bien regardé, je crois que c'était dans la vidéo 1, le Pico que je vous présentais, ça, le carbu, il doit être un poil plus récent. Parce que comme le Pico que je vous ai présenté au début de la présentation de ce numéro, il y avait un décolletage ici. Vous voyez, celui-là, il l'a pas, mais bon, c'est à peu près ça. Là, vous avez le différentiel. Le frein, ça freine avec dalle, hein, une VCS, pas beaucoup. Voilà, donc c'était ça, une VCS. Et je vais vous montrer donc la version, une seconde version. Donc elle, lui, il était équipé d'un Pico. Là, c'est un Super Tigre. Donc c'est un peu comme celui que je vous ai présenté dans la pub, hein. De toute façon, c'était celui-là. Mais aussi qu'on a vu dans les pubs, dans les dernières pages, avec le gros carbu. Là, c'est un carbu rotatif, l'autre, c'est un carbu à tiroir. Et on peut voir, c'est pas tout à fait... Voilà, elles sont pas de la même époque. Alors, je pense que c'est plutôt celle-là qui avait en 81. Bon, j'en suis pas sûr. Le différentiel est un peu plus gros. Là, c'est un différentiel qui est un peu plus petit sur ce modèle-là. On peut voir que le châssis, c'est pas la même couleur, hein. Là, c'est de l'alu brut. Pareil ici, la platine, elle n'est pas couleur or comme l'autre. Et là, il n'y a pas d'insert. On vise directement dans le plastique. Voilà. Donc ça, et là, on voit, la voile a été élargie. Alors normalement, on mettait une cale, hein, parce qu'autrement, ça pliait au cas de gros choc. Voilà. Ah, là, non, c'est serré. Là, bien sûr, il est mal monté, hein. La chasse, elle est inversée. Voilà, donc il y a quand même quelques différences si on les met. Voilà, les différences, c'est surtout donc les inserts. C'est comme ça qu'on reconnaît les premières VCS. Les inserts laiton. Là, il n'y en a pas. On peut voir que le sauve-cerveau, il n'est pas à la même place. Ou alors le bras, il est plus long. Voilà, autrement les colonnettes, là, elles sont en plastique, alors que là, elles étaient en aluminium. Et le réservoir, c'est le réservoir SG qu'on va retrouver sur plein de voitures après. Voilà. Donc, voici les deux VCS. Et celle-là, elle est équipée d'une carrosserie F1 et de son aileron, voilà, qui était réglable, hein. Il y avait une petite BTR ici, et en la desserrant, on pouvait faire coulisser le long du support, donc ça permettait de régler l'appui. Voilà, donc la VCS, c'est une voiture, comment dire, de légende, hein. Tous ceux qui collectionnent, ils ont au moins une dans leur collection. Mais comme je dis, il y avait plusieurs versions. Alors, à propos des pneus, d'ailleurs, là, c'est des pneus Sicom moulés. Là, il y a plusieurs sortes de pneus. Là, c'est des pneus mousse. Alors, à l'époque, on n'achetait pas, ou c'était rare,
les pneus montés collés comme maintenant, il fallait les coller soi-même. Alors on avait des sortes de cônes là, à la néoprène, avec du diluant, enfin bon, c'était tout un pataquès. Donc c'était assez plus contraignant que maintenant. Voilà, donc on a fini sur ce numéro un. Hop, je reviens dessus. Numéro un d'Auto RCM. Donc, si ça vous plaît, hein, bah, je pourrais en faire d'autres parce que des numéros de RCM, tout ça, j'en ai beaucoup, d'Auto 8. Ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est faire tous les numéros, hein, ça veut dire d'auto modélisme, d'auto 8, voilà, ça me semble intéressant de le faire. Et à chaque fois, sur le même principe, en partant, on ouvre les pages, on regarde, et les voitures qu'il y a dedans, bah, on essaye de donner des explications dessus. Voilà, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous sur rcmag.com, sur RCMag Vintage aussi, et sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont intéressés par les revues, je sais, alors c'est pas encore en ligne, mais je sais que Modélisme 34, hein, il a tout un stock. Alors il m'en a filé pas mal hein, pour compléter. Et le reste, il va le mettre sur son site. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour acheter des lots de revues, je crois qu'il va les vendre par lot. Voilà, à bientôt, merci.